Quand j'ai découvert que l'association avait secrètement vendu 1700 acres des terres agricoles de ma famille, j'ai su que je devais me battre. Mais au lieu de simplement aller en justice, j'ai décidé de leur rappeler un détail crucial, je contrôle leur approvisionnement en eau. Le premier coup de l'association est arrivé dès le matin. Le temps était parfait pour semer ciel dégagé, brise légère. J'étais déjà sur mon tracteur avant le lever du soleil, comme me l'avait appris mon grand-père. C'est là que mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Quand j'ai enfin regardé mes messages, j'ai failli m'étouffer avec mon sandwich. 10 appels manqués de voisins, 3 messages vocaux de mon cousin et un email de l'association avec une notification d'infraction. J'ai ouvert l'email. Il prétendait que le bruit de mon tracteur violait le droit au calme de la communauté et que mes poulaillers dégageaient une odeur désagréable qui faisait baisser la valeur des propriétés. Ils m'ont donné 48 heures pour arrêter toutes mes activités agricoles, sous peine d'une amende de $200 par jour. J'ai éclaté de rire. Ils n'avaient aucune autorité sur mes terres. Mais le lendemain, la présidente de l'association est venue en personne. J'ai entendu une portière claquer. Une femme en tailleur blanc impeccable a traversé ma cour, une tablette à la main, accompagnée de 2 membres du comité de l'association. Mademoiselle Walker ? A appelé-elle. Je suis Deborah Williams, présidente de l'association de Oak Ridge Estate. Nous devons parler de vos infractions. J'ai croisé les bras. Il n'y a rien à discuter. Votre association n'a aucune juridiction sur mes terres. Deborah a souri, mais ses yeux restaient froids. En réalité, selon le bureau de zonage du comté, votre exemption agricole a expiré l'année dernière. Cela signifie que vos terres sont désormais soumises aux règles de l'association. Cela m'a surpris. Mes factures de taxes foncières n'avaient pourtant pas changé. Ma famille cultive ces terres depuis plus de 100 ans. Aucune association ne peut soudainement revendiquer un quelconque pouvoir sur elles. Son sourire s'est figé. Les temps changent, mademoiselle Walker. Nous avons de nouvelles normes. Elle m'a tendu une ordonnance de cessation d'activité et est partie. Mais je n'allais pas me laisser faire aussi facilement. Quelque chose clochait. J'ai appelé mon cousin Tom, qui vivait dans le quartier et siégeait au conseil municipal. Il prépare ça depuis des mois, m'a-t-il averti. Deborah organise des réunions secrètes avec des promoteurs immobiliers. Elle modifie même les comptes rendus des réunions après leur approbation. Cette nuit-là, j'ai fouillé les archives du comté. C'est là que j'ai découvert le mensonge. Mon exemption agricole était encore valide pour 5 ans. Deborah avait menti. J'ai ignoré les lettres et les amendes de l'association pendant une semaine entière. Mais ensuite, ils ont commencé à envahir la police de plainte pour le bruit de ma ferme. Mike, écoute, dit le shérif Davis, un vieil ami du lycée. Je sais que c'est absurde, mais ils déposent des plaintes tous les jours. Ils avaient même lancé une pétition pour classer ma ferme comme nuisance publique. Dave, ai-je dit, ma famille nourrit ce comté depuis des générations. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Il a hésité. Je ne devrais pas te dire ça, mais l'association pousse un énorme projet immobilier, et tes terres en font partie. C'est alors que je les ai vus. Des hommes en costume marchant dans mes champs, prenant des photos et des mesures. J'ai sauté dans mon pick-up et foncé droit sur eux. Puis-je vous aider ? L'ai-je crié. Vous êtes en train de violer une propriété privée. Un homme grand, vêtu d'un costume hors de prix, s'est tourné vers moi. Je suis James Miller, de Westview Development Corporation. Nous effectuons des relevés pour des plans d'aménagement. J'ai froncé les sourcils. Des plans pourquoi ? C'est ma ferme. Miller avait l'air perdu. Selon nos documents, nous avons acheté 1700 acres à l'association de Oak Ridge Estate il y a 3 semaines. La construction commence le mois prochain. Mon cœur s'est arrêté. C'est impossible. Je n'ai jamais vendu mes terres. Il m'a montré des documents officiels, des plans avec des tampons du comté et une signature identique à la mienne. Mais je n'avais jamais signé quoi que ce soit. Je suis rentré chez moi et j'ai sorti mes titres de propriété du coffre. Tout semblait normal. Mais quelque chose clochait. J'ai appelé le registre foncier du comté. Monsieur, il y a un dossier de transfert de propriété datant de 6 semaines, m'a annoncé la greffière. D'après nos archives, 1700 acres ont été transférés au Oak Ridge Estate Community Trust. Il ne vous reste que 300 acres. Mes mains tremblaient. C'est impossible. Je n'ai jamais signé ce transfert. Monsieur, les documents portent votre signature. Voulez-vous que je vous envoie une copie par email ? Quand j'ai ouvert le fichier, je suis resté figé devant ma propre signature falsifiée. Et c'est là que je l'ai vue. Deborah, assise dans son SUV de luxe, garée à la limite de ma propriété, en train de m'observer. Quand nos regards se sont croisés, elle a souri et m'a fait un signe de la main. Il me restait moins d'1 mois avant l'arrivée des bulldozers. Et soudain,
je me suis souvenu d'un détail très important. Qui contrôle leur approvisionnement en eau? Le coût de l'eau. Mon grand-père avait signé un accord en 1943, permettant au comté de construire un réservoir sur nos terres. À l'époque, cela semblait être une bonne affaire. Le gouvernement avait besoin d'un réservoir pour approvisionner les communautés voisines, et mon grand-père, un homme pragmatique, y a vu une opportunité. En échange, il s'est assuré que notre famille aurait le contrôle total sur la distribution de l'eau provenant du réservoir. Pas une seule goutte ne pouvait être détournée sans notre autorisation, et tout changement nécessitait notre signature. Ce petit détail a été ignoré par les promoteurs immobiliers et l'association qui se croyaient propriétaires de mes terres lorsqu'ils ont falsifié ma signature et me les ont volées. J'ai essayé de me battre, j'ai porté l'affaire devant les tribunaux, j'ai rassemblé des preuves, mais la bataille était déjà perdue d'avance. Mon avocat m'a expliqué que le procès pourrait durer des années, et même avec des preuves de falsification, j'étais face à des entreprises milliardaires et des politiciens corrompus. Finalement, tout s'est enlisé dans la bureaucratie, et avant que je ne puisse empêcher quoi que ce soit, les promoteurs avaient déjà commencé à préparer le terrain pour la construction. Je n'avais pas le choix. J'ai perdu ma ferme. Les machines sont arrivées. Elles ont démoli les granges, arraché les clôtures, nivelé les champs que ma famille cultivait depuis des générations. L'endroit où j'ai grandi, où mon grand-père m'avait appris à conduire un tracteur, est devenu un gigantesque chantier de construction, rempli de grues et de camions de ciment. J'ai tout regardé sans broncher. Je n'ai pas protesté, je ne me suis pas jeté devant les bulldozers, je n'ai pas fait de discours sur l'avidité des spéculateurs. J'ai juste attendu. J'ai attendu des années. Le projet a avancé. Les terres qui nourrissaient autrefois la région sont devenues l'un des plus grands projets immobiliers de l'État. Des résidences de luxe, des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des parcs privés. Ils voulaient transformer l'ancienne ferme de ma famille en un paradis urbain, un symbole de modernité et de prospérité. Les investisseurs ont injecté des millions dans le projet. Les politiciens sont passés à la télévision pour parler de la nouvelle ville dans la ville. Le marché immobilier était en effervescence. Les entreprises de construction se dépêchaient de bâtir des gratte-ciel et des logements haut de gamme pour les futurs acheteurs. Et moi? J'ai continué à attendre. Chaque immeuble construit, chaque rue pavée, chaque parc artificiel ajouté et tout cela renforçait mon plan. Les promoteurs, les politiciens, les investisseurs, ils pensaient tous avoir gagné. Ils croyaient m'avoir effacé, remplacé, bâti sur mon histoire. Mais il y avait une chose qu'aucun d'eux n'avait réalisée. Ils avaient tout construit en dépendant de mon eau. Toutes ces milliers de maisons, ces résidences de luxe, ces centres commerciaux, ces restaurants, ces clubs privés, tout dépendait du réservoir construit sur mon ancienne ferme. Et ce réservoir m'appartenait toujours. L'accord signé par mon grand-père n'avait jamais été annulé. Quand ils m'ont volé mes terres, ils n'ont pris que le sol, mais pas les droits sur l'eau. Et aucun de ces promoteurs n'avait pris la peine de vérifier ce petit détail. Les acheteurs étaient enthousiastes. Les préventes des appartements ont commencé. Les agences immobilières présentaient des maquettes impressionnantes, promettant une ville parfaite, moderne et durable. Les publicités télévisées parlaient de l'avenir de l'urbanisme, d'un lieu où les familles pourraient s'épanouir. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai frappé. La ville était presque achevée, mais les maisons n'avaient pas encore été vendues. Personne ne s'était installé. Aucun investisseur n'avait récupéré son argent. Ils s'apprêtaient à finaliser leur premier contrat millionnaire, mais ils ignoraient qu'ils étaient assis sur une bombe à retardement. Une nuit, alors que tous les papiers étaient signés et que les projets étaient prêts à ouvrir, j'ai envoyé mon communiqué officiel. Le lendemain matin, les journaux titraient. Un méga projet en crise, l'approvisionnement en eau menacé. Un nouveau quartier construit illégalement sur une ressource privée. Les investisseurs s'inquiètent, sans accord, le nouveau quartier pourrait devenir une ville fantôme. Dans les bureaux des promoteurs, c'était la panique. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Les avocats fouillaient frénétiquement les contrats. Les dirigeants transpiraient en voyant des milliers d'acheteurs annuler leurs réservations. Et puis, comme prévu, ils m'ont convoqué à une réunion. Cette fois, il n'y avait pas que Déborah. Tout le monde était là. Les directeurs des sociétés de construction, des avocats, des investisseurs, même le maire. Tous assis autour de la table, me regardant comme si j'étais le diable en personne. Un homme en costume ajusta sa cravate et tenta de garder son calme. Nous pouvons résoudre cela à l'amiable. Combien voulez-vous pour libérer l'approvisionnement en eau? J'ai croisé les bras. Je ne veux pas d'argent. Le soulagement que certains avaient tenté d'afficher s'évapora immédiatement. Alors, que voulez-vous? Demanda un autre. J'ai souri lentement, les laissant mariner un peu plus dans leur propre panique avant de répondre. Je veux tout récupérer. Déborah, assise dans un coin, explosa. C'est absurde. Vous bluffez.
Le gouvernement ne laissera pas un seul homme faire échouer un projet de cette ampleur. J'ai légèrement incliné la tête, toujours calme. Et essayez donc. Mais souvenez-vous, vous avez de magnifiques immeubles, des résidences de luxe, des parcs et des centres commerciaux, mais pas une seule goutte d'eau. Certains des dirigeants échangèrent des regards paniqués. Un avocat tenta de calmer la situation. Peut-être que nous pourrions renégocier certaines conditions. Mais Déborah l'interrompit, furieuse. Tais-toi. J'ai éclaté de rire. Vous avez 48 heures pour annuler la vente de mes terres et me les restituer. Après cela, je commence à parler à la presse et à mes avocats. La réunion s'est terminée sans accord, mais je savais déjà que j'avais gagné. Dans les jours qui suivirent, les médias continuèrent à exposer le scandale. Les investisseurs se retirèrent. Les entreprises de construction entrèrent en crise. Les avocats cherchaient désespérément une issue légale, mais il n'y avait rien qu'ils puissent faire sans jouer selon mes règles. Maintenant, il ne me restait plus qu'à patienter un peu plus. Je savais qu'ils allaient bientôt revenir vers moi avec une offre qu'ils n'auraient d'autre choix que d'accepter. Et à ce moment-là, je reprendrais enfin ce qui m'appartenait. J'étais assis à la tête de la table de conférence, observant les visages tendus des cadres, avocats et investisseurs. Ils étaient désespérés. Certains tapaient nerveusement du doigt sur la table, d'autres faisaient défiler leur téléphone frénétiquement, cherchant une issue miraculeuse à la catastrophe qui leur tombait dessus. Mais ils savaient tous la vérité, il n'y avait pas de solution sans mon approbation. Le silence s'étira pendant de longues secondes avant qu'un des hommes en costume ne prenne la parole. Nous pouvons régler ça à l'amiable. Quelles sont vos exigences pour rétablir l'approvisionnement en eau? Je pris une profonde inspiration, savourant le moment. Je veux tout récupérer. Ma ferme, mes terres, chaque centimètre que vous avez volé. Je veux que tout soit remis à mon nom. La réaction fut immédiate. Murmures, regards interloqués, quelques-uns échangèrent des coups d'œil inquiets. Et puis, Déborah, qui était restée silencieuse jusque-là, explosa. C'est impossible. Vous avez perdu ces terres légalement. Elles ont été achetées et vendues en toute légalité. Vous ne les récupérez jamais. Je croisai les bras et la fixai droit dans les yeux. Légalement? Vous voulez vraiment utiliser ce mot? Parce que, si je me souviens bien, ma signature a été falsifiée. Le silence revint, mais cette fois-ci, il était lourd et oppressant. Personne ne pouvait nier ce que je venais de dire. Avant que quiconque ne puisse réagir, mon avocat, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, s'éclaircit la gorge et se pencha légèrement vers moi. Mike, j'ai besoin de te parler. En privé. Maintenant. Je levai un sourcil, irrité par cette interruption. Mais j'acquiesçai et le suivis hors de la salle. Dès que la porte se referma derrière nous, il me fixa avec sérieux. Tu es en train de faire une erreur. Si tu insistes pour récupérer ces terres, tu risques de tout perdre. La colère explosa immédiatement en moi. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Tu sais que ces terres m'appartiennent. Nous avons les preuves. Il soupira, croisant les bras. Oui, nous avons les preuves. Mais ça ne veut pas dire que la bataille sera facile. Ces entreprises ont les meilleurs avocats du pays, des contacts politiques, et elles feront traîner cette affaire en justice pendant des décennies s'il le faut. Même si nous prouvons la falsification, récupérer ces terres pourrait être un combat interminable. Je sentis mes poings se serrer. J'avais attendu des années pour ce moment. Je n'allais pas abandonner si près du but. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Grognai-je. Il me fixa quelques instants, puis esquissa un sourire. Au lieu d'essayer de tout récupérer, fais en sorte qu'il te paie pour y rester. Je plissai les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as maintenant quelque chose que tu n'as jamais eu auparavant, Mike, de la visibilité. Tout le monde suit cette affaire. Les investisseurs sont nerveux. Les politiciens paniquent. Pour la première fois, tu as un vrai pouvoir. Utilise-le. Je ne comprenais pas encore complètement, mais il continua. Prouve officiellement que ta signature a été falsifiée. Rends cela incontestable sur le plan juridique. Une fois que ce sera un fait avéré, personne ne pourra nier que ces terres sont à toi. Mais au lieu d'essayer de les récupérer, transforme-les en ton plus grand investissement. Ces entreprises ont investi des milliards ici, elles ne peuvent pas tout abandonner. Si tu leur fais payer un loyer à vie pour continuer à utiliser ce qu'elles t'ont volé, tu deviendras multimillionnaire. Tu n'as pas besoin des bâtiments, tu dois juste t'assurer qu'ils devront toujours te payer pour être là. Je le regardais, partagé entre la rage et la fascination. Tu veux que je loue mes propres terres aux mêmes personnes qui me les ont volées? Il sourit. Je veux que tu deviennes plus riche que tu ne l'as jamais imaginé sans lever le petit doigt. Et une fois que tu l'auras fait, ils ne pourront plus jamais te prendre quoi que ce soit. L'idée me troublait.
Une partie de moi voulait une vengeance totale. Je voulais voir cet endroit s'effondrer, voir ces entreprises faire faillite, voir Déborah et les spéculateurs tout perdre. Mais une autre partie savait qu'il avait raison. Si je réclamais la restitution de la terre, ils lutteraient sans relâche. Mais si je les forçais à me payer pour y rester, ils n'auraient d'autre choix que de céder. Au final, quelle victoire aurait le goût le plus doux? Je retournai dans la salle de réunion, encore en train de peser le pour et le contre. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant ma décision. Je pris une grande inspiration et m'assis, les observant un par un. Avant toute chose, je veux que vous sachiez que j'ai déjà prouvé que ma signature a été falsifiée. Si je porte cette affaire devant un juge, elle traînera pendant des années et votre projet entier sera mis en pause. Je vis leurs mâchoires se crisper. Mais je ne suis pas un homme déraisonnable. Je sais que des familles ont investi ici. Je sais que des milliards ont été injectés dans ces bâtiments. Alors j'ai une proposition. Je joignis les mains sur la table et souris. Je ne veux pas de vos entreprises. Je ne veux pas de vos bâtiments. Je veux mon nom sur le titre de propriété de ces terres et je veux un contrat de location à vie. Chaque mètre carré de cet endroit sera officiellement à moi, et vous paierez pour continuer à utiliser ce que vous m'avez volé. Chaque mois, sans exception, pour toujours. L'impact fut immédiat. Un des investisseurs les plus âgés frappa la table du poing. C'est du racket. J'inclinai légèrement la tête. Oh, alors maintenant vous vous souciez du vol? Comme c'est ironique. Un avocat tenta de négocier. Nous ne pouvons pas accepter un loyer à vie. Nous pouvons vous proposer une indemnisation unique pour clore cette affaire. Je secouai la tête. Je ne demande pas. Je vous informe. Si vous refusez, demain matin, l'affaire sera devant les tribunaux et votre projet entier sera déclaré illégal. Vous perdrez tout. Un silence pesant s'installa. Déborah était livide. Elle savait que j'avais gagné. Les avocats chuchotaient entre eux, les investisseurs consultaient frénétiquement leur téléphone. Je restais simplement assis, parfaitement serein. Je savais qu'ils étaient acculés. Finalement, l'un des directeurs prit une grande inspiration et déclara. Nous avons besoin de temps pour en discuter en interne. Je haussai les épaules. Vous avez 24 heures. Je me levai et quittai la salle, sentant enfin le poids de la victoire sur mes épaules. Le jeu n'était pas encore terminé, mais je savais que je les avais coincés. Ils pouvaient débattre, essayer de trouver des échappatoires, mais au fond, ils savaient qu'ils n'avaient aucune issue. Et quand ils reviendraient avec une réponse, je serais là, prêt à garantir que pour le reste de leur vie, ils paieraient pour ce qu'ils avaient fait. Mais quelque chose continuait de me déranger. Déborah. Elle avait été beaucoup trop silencieuse. Et je savais qu'une femme comme elle ne comptait pas se laisser abattre aussi facilement. Les jours suivants furent un véritable jeu de patience. Je savais qu'ils étaient désespérés, mais je savais aussi qu'ils essaieraient n'importe quoi pour tenter d'échapper au piège dans lequel ils étaient tombés. Ils avaient besoin de garder la face, de faire semblant d'avoir encore un certain contrôle, une issue secrète à laquelle personne ne pensait. Mais la réalité était évidente pour tous, le temps jouait contre eux. Alors que j'attendais leur réponse finale, les médias ne cessaient d'exploiter le scandale. Les journaux, les chaînes de télévision et les blogs d'investigation disséquaient chaque détail de l'affaire, depuis la falsification de ma signature jusqu'aux manœuvres corrompues qui avaient permis de me voler mes terres. Les experts débattaient sur la capacité du projet à survivre à un tel désastre, tandis que les économistes alertaient sur l'effondrement financier imminent du développement si aucune solution immédiate n'était trouvée. Puis, après 24 heures de réunion à huis clos, je reçus l'appel que j'attendais. Nous acceptons les termes, annonça l'un des avocats des investisseurs. Sa voix était tendue, comme si chaque mot lui arrachait une partie de son orgueil. Bien, répondis-je calmement. Nous signerons les contrats demain. Le lendemain, je pénétrai dans la salle de conférence d'un des immeubles les plus luxueux de la ville. Tout le monde était là, les dirigeants des grandes entreprises, des avocats de renom, des investisseurs crispés, bien sûr, Déborah. Son visage était livide, ses yeux remplis de haine. Elle savait que j'avais gagné, mais elle ne pouvait toujours pas l'accepter. Les documents étaient déjà prêts. Mon avocat et moi les avons examinés attentivement. Tout était là, le contrat de location à vie, la reconnaissance officielle que les terres m'appartenaient, et les conditions pour l'approvisionnement en eau. Un dernier détail, dis-je en parcourant les clauses finales. Vous paierez également pour l'eau que vous consommez. Un silence pesant envahit la salle. L'un des avocats fronça les sourcils. Mais vous recevez déjà un loyer pour la terre. N'est-ce pas suffisant? Je souris et refermai le dossier avec les documents. Vous saviez tous parfaitement que cet endroit dépend entièrement de l'eau du réservoir. Mon grand-père a signé un contrat qui nous donne le contrôle absolu de son utilisation. Si vous voulez rester ici, vous devrez également payer pour ça. L'inconfort dans la pièce était palpable.
Il ne pouvait pas refuser, il n'avait aucune autre option. Déborah serra les dents, ses poings crispés sur la table. C'est du chantage. Je penchai la tête, amusé. Non, je fais simplement ce que vous avez essayé de me faire. La seule différence, c'est que moi, je n'ai pas eu besoin de falsifier des documents. Ils savaient qu'ils avaient perdu. L'accord fut signé immédiatement, et avant de partir, je serrai la main de quelques investisseurs qui, bien que contrariés, tentaient de garder leur professionnalisme. Déborah, elle, ne croisa pas mon regard une seule fois. Le lendemain, je rétablis l'approvisionnement en eau, mais désormais sous contrat. Chaque goutte qui coulait dans les canalisations de cette ville me rapportait une fortune. Le projet fut sauvé, les acheteurs revinrent, et le flux d'argent explosa. Les premiers mois ne furent qu'un avant-goût. Mon nom figurait dans chaque contrat, chaque transaction liée à ces terres devait passer par moi. Les entreprises installées là ne pouvaient fonctionner sans payer un loyer et l'eau que je contrôlais. C'était un péage éternel, un tribut qui garantissait qu'à chaque mois, des millions affluaient sur mon compte en banque. Puis, enfin, arriva le moment de prouver la falsification de la signature devant la justice. Avec le scandale encore brûlant dans la mémoire du public, il fut facile de porter l'affaire devant le tribunal. Nous avions toutes les preuves des documents comparatifs, des analyses graphologiques confirmant que la signature était fausse, des témoignages d'employés du notaire affirmant qu'ils ne m'avaient jamais vu signer ces documents. Le juge ne mit pas longtemps à rendre son verdict, la signature avait été falsifiée, et le transfert des terres était illégal. Cela aurait dû signifier que je pouvais récupérer toute ma propriété et expulser tout le monde. Mais à ce stade, ça n'en valait même plus la peine. J'étais déjà en train de gagner plus d'argent que n'importe qui dans cette pièce aurait pu imaginer. Chaque mois, des millions entraient sur mon compte sans que je n'aie à lever le petit doigt. Si je récupérais les terres, je devrais tout gérer moi-même, reconstruire l'infrastructure, faire face à de nouveaux défis juridiques. Mais tel que c'était, je possédais le sol sur lequel tout cela était bâti, et il n'avait pas d'autre choix que de continuer à me payer. Alors, au lieu de les expulser, j'augmentais encore plus le loyer. La décision judiciaire me donna un pouvoir encore plus grand dans les négociations. Maintenant que mon droit de propriété était incontestable, je pouvais renégocier les contrats à ma guise. Certaines entreprises tentèrent de protester, affirmant que les nouveaux termes étaient abusifs. Mon avocat se contenta de leur sourire et de répondre. Si vous ne voulez pas payer, vous pouvez tout démolir et partir. Personne ne partit. Désormais, j'étais multimillionnaire sans lever le moindre doigt. Mais je ne m'arrêtais pas là. Avec les profits absurdes que je générais, je diversifiais mes investissements. J'achetais des terres dans d'autres régions, je me lançais dans l'immobilier, je finançais des projets agricoles modernes. Je passais d'un fermier qui avait tout perdu à un magnate de l'immobilier et des infrastructures. L'ironie ? Les mêmes investisseurs qui s'étaient moqués de moi auparavant cherchaient maintenant à s'associer à mes nouveaux projets. Et Déborah ? Sa carrière fut totalement détruite. Avec la falsification de signatures prouvées, son nom était définitivement entaché. Il fut révélé qu'elle n'avait pas seulement falsifié ma signature, mais qu'elle avait aussi modifié des procès-verbaux de réunion pour faire approuver des projets sans consultation publique. Elle fut poursuivie en justice, perdit toute influence, et les investisseurs l'abandonnèrent sans hésitation. Mais je savais que Déborah n'allait pas s'arrêter là. Et j'avais raison. Même après avoir tout perdu, même après avoir été expulsée du conseil d'administration du projet, elle essaya de se relever. Grâce à certains contacts, j'appris qu'elle était en train de rassembler un nouveau groupe d'investisseurs pour tenter d'annuler mes contrats. Elle préparait une nouvelle offensive, peut-être même une attaque légale pour essayer de se libérer des paiements à vie. Mais cette fois-ci, j'étais prêt à tout. Désormais, c'était elle qui était sur la défensive. Et j'avais hâte de voir son prochain coup. Cela a pris des années de bataille. Le jour où j'ai signé ce contrat de location à vie, ce fut le début de mon empire, mais la guerre était loin d'être terminée. Ce qui a suivi fut un long jeu de patience, une lutte silencieuse où, pour la première fois, j'étais aux commandes. Pendant des années, l'ancienne association de propriétaires, les investisseurs et les politiciens qui avaient tenté de m'écraser ont dû accepter la nouvelle réalité, je possédais ces terres, et il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour changer cela. Les premières années furent les plus chaotiques. Même après avoir signé les contrats, ils ont essayé de tout trouver des failles juridiques, tenté de renégocier, et essayé de me faire pression. Ils m'ont poursuivi en justice encore et encore, mais chaque affaire s'écroulait dès que les juges examinaient les documents. La loi était de mon côté, et désormais, le pouvoir aussi. Les contrats étaient inattaquables, et chaque bâtiment de ce gigantesque projet me devait de l'argent, mois après mois, sans exception. Peu importait l'état de l'économie, peu importait la situation du marché immobilier, peu importait si des investisseurs prenaient la fuite, ils devaient continuer à me payer pour avoir le droit d'opérer sur mes terres. C'est ainsi que j'ai construit la fortune de ma famille. Avec le temps,
les revenus issus de ces terres sont devenus bien plus qu'une simple source de revenus stables, ils ont posé les bases d'un véritable empire financier. J'ai diversifié mes investissements, acheté davantage de terres, acquis des entreprises, lancé mes propres projets immobiliers. Nous nous sommes développés dans la technologie, l'agriculture moderne et même les infrastructures urbaines. Très vite, les mêmes investisseurs qui avaient tenté de me ruiner étaient ceux qui venaient maintenant me demander un financement pour leurs nouveaux projets. Mais qu'est-il arrivé à ceux qui ont tenté de me voler? L'ancienne association n'existe plus. Le scandale de la falsification de documents a détruit sa réputation, et avec le temps, les habitants eux-mêmes se sont retournés contre ceux qui avaient essayé de les escroquer. Ils ont compris qu'ils avaient été autant trompés que moi. L'argent collecté via les cotisations et les ventes n'a jamais profité à la communauté, mais seulement aux spéculateurs et aux corrompus qui tiraient les ficelles. Le nom de cette association est devenu un exemple de corruption et d'échec. Et les investisseurs? Certains ont accepté leur défaite et ont continué leur activité, payant leur loyer chaque mois sans discuter. D'autres ont essayé de revendre leurs propriétés pour fuir le projet, mais personne ne voulait acheter des bâtiments construits sur un terrain avec un bail perpétuel. Certains ont fait faillite, d'autres se sont simplement résignés à une réalité inévitable, peu importe ce qu'ils feraient, je continuerai à gagner de l'argent sur leur dos. Et Déborah? Elle fut, sans surprise, celle qui s'est accrochée le plus longtemps. Même après avoir été exposée comme l'architecte du complot, elle a refusé de disparaître. Elle a tenté d'intégrer d'autres secteurs, a cherché des investisseurs, a même tenté de fonder son propre cabinet de conseil immobilier. Mais plus personne ne lui faisait confiance. Aucun investisseur sérieux ne voulait voir son nom associé à un projet. Le scandale qu'elle avait créé l'a détruite à jamais. Au début, elle essayait encore de se montrer, apparaissant à des conférences, essayant de jouer la femme d'affaires influente qu'elle prétendait être. Mais avec les années, de moins en moins de gens lui prêtaient attention. Son nom est devenu synonyme d'escroquerie et de désastre financier. Finalement, Déborah a disparu du monde des affaires. Aujourd'hui, je sais que sa vie est loin de ce qu'elle avait prévu pour elle-même. Elle n'est pas totalement ruinée, mais elle n'a plus aucun pouvoir. Elle n'a plus jamais dirigé de projet important, n'a jamais retrouvé son influence, et n'a plus jamais été crainte ou respectée. La dernière information que j'ai eue sur elle, c'est qu'elle avait déménagé dans une petite ville, tentant de reconstruire sa vie loin des scandales. Peu importe où elle est aujourd'hui, elle sait qu'elle a perdu. Et moi? Ma vie a changé à jamais. Je suis passé d'un fermier qui avait failli tout perdre à l'un des investisseurs les plus puissants de la région. Ma famille possède désormais un héritage que plus rien ni personne ne pourra effacer. Tout ce que nous avons bâti est né de ce qu'ils ont tenté de nous voler, et au final, c'est nous qui avons triomphé. Aujourd'hui, ma famille détient un empire. Mes enfants et petits-enfants n'auront jamais à se battre comme je l'ai fait, mais ils sauront d'où vient notre richesse. Ils ont grandi en sachant que rien de ce que nous avons aujourd'hui n'est dû au hasard, mais au fait que j'ai passé des années à protéger ce qui nous appartenait. Et le plus beau dans tout ça? Je n'ai jamais eu à détruire personne. Ils se sont détruits eux-mêmes. Ceux qui ont essayé de m'écraser n'ont plus rien aujourd'hui, alors que j'ai récupéré tout ce qui m'était dû, et bien plus encore. Ceci fut ma revanche, et je la savoure chaque jour.